Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Faste, luxe, oisiveté, décadence, excès. Pour la majorité du peuple français du XVIIIe siècle, la noblesse se renie dans l'insouciance. Elle a piétiné les fondements de l'institution, les causes de sa création et le motif de son établissement. Bref, la noblesse se saborde. Mieux, elle expire sur scène, à l'acte 5 d'une tragique comédie après au moins un siècle d'agonie mise en scène par elle-même. Lors de la nuit du 4 août, les aristocrates eux-mêmes voteront la fin de leur société. Le sabordage de la noblesse, c'est le titre d'un nouvel ouvrage de Fadi El Hadj, paru aux éditions Passé Composé. Fadi El Hadj que nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Vous êtes historien moderniste, chercheur associé à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine et l'auteur d'ouvrages remarqués d'histoire militaire. Le sabordage de la noblesse, titre donc de votre dernier livre, c'est en quelque sorte l'histoire de la fin d'une élite française, d'une noblesse qui devient un peu la caricature d'elle-même, qui se tourne elle-même en dérision jusqu'à précipiter sa fin et même celle de l'Ancien Régime. Une première question, Fadi El Hadj, votre livre, c'est d'abord un livre sur la noblesse et sa perception au XVIIIe siècle ? Oui, exactement. Ce travail est notamment fondé sur le regard qu'avaient des gentilshommes sur leur ordre. Et à partir de là, découle toute une réflexion sur l'évolution de la noblesse, sur les considérations que les membres de la noblesse ont sur eux-mêmes et sur l'entité nobiliaire elle-même. Et au fil du temps, on observe les critiques qui surgissent, les défaillances et qui doucement aboutissent finalement à une fin. Donc en fait, c'est une histoire de perception par la noblesse qui en fait va avoir des conséquences sur le peuple français et qui va modifier en fait la vision que le peuple français, plus généralement, de cette élite, c'est ça ? En grande partie, oui. C'est-à-dire qu'on a la perception de la part des nobles, mais aussi tout ce qui appartient au domaine des rumeurs ou des faits qui ont pu être parfois exagérés et qui ont abouti finalement à augmenter la critique. D'accord. Alors, petit point de vocabulaire, on parle aussi souvent d'aristocratie. Est-ce qu'on peut faire une différence entre la noblesse et l'aristocratie ? Oui, parce que l'aristocratie, à la base, selon le terme grec, c'est le gouvernement par les meilleurs. Donc, les aristocrates, normalement, ce sont ceux qui sont parmi les meilleurs, donc un peu l'élite de l'élite. Et au niveau du pouvoir, ils prétendent avoir un rôle dans le gouvernement puisqu'ils sont les plus qualifiés. Mais alors, après, cette considération d'aristocrate peut après évoluer vers quelque chose de plus négatif, à savoir l'oligarchie, où là, on a plus cette distinction autour de la qualité, du mérite, de ce qui fait les meilleurs. Alors que la noblesse, finalement, c'est globalement toute la noblesse, celle qui est aussi bien à la cour qu'à la campagne, qui est fortunée, qui est pauvre, qui a une ancienneté ancestrale remontant des temps immémoriaux, ou alors on a tout simplement les anoblis. Alors avant d'aborder la noblesse au XVIIIe siècle, est-ce que vous pourriez refaire un tour d'horizon de la naissance de cette noblesse en France ? Quand est-ce qu'elle est née et comment on la définit au début ? Alors ça a souvent été un sujet de débat, parce que à l'origine on avait évoqué des mythes, puisque la noblesse appartenait à un certain mythe français, notamment l'un des plus connus étant le mythe des Francs qui auraient donc soumis les Gaulois ou Gallo-Romains, et ça a été justement un des grands principes évoqués au XVIIIe siècle, notamment à travers les écrits de Boulainvilliers. Même Napoléon à Sainte-Hélène disait que la Révolution française, c'est la révolte des Gaulois contre les Francs. Mais on a en fait
des origines diverses, puisque la puissance nobiliaire a émergé notamment au moment de l'effondrement de l'Empire carolingien, quand justement le pouvoir de l'empereur, puis après des rois francs, donc de la dynastie carolingienne, commençait à s'effriter. Donc à ce moment-là, on observe une montée en puissance de seigneurs locaux, et puis après certains deviennent de grands vassaux. Donc c'est ce qui a abouti en fait à ce qu'on appelait le système féodal finalement. Et par contre, cette noblesse n'est pas restée immuable, puisqu'il y a eu des extinctions, même on a eu des disqualifications, puisque pour être noble, il ne faut pas faire de travaux comme les personnes qui sont de conditions plus modestes, qui ne sont pas non plus nobles. Donc on perd sa noblesse quand on ne peut plus subvenir à son rang. Donc il y a ces cas-là. Aussi on a d'autres cas où des lignages ont pu perdre leur noblesse, notamment suite à une révolte. On a eu des cas de bannissement, notamment après la bataille de Bouvines remportée par Philippe Auguste. On a un autre cas, c'est les extinctions dues à des guerres, notamment durant la guerre de 100 ans, et aussi avec, donc soit par la guerre, soit avec les maladies. Donc on a eu une première extinction qui a abouti à un renouvellement, notamment des gentilshommes, puisque on a créé des nobles, on en a établi. Il y a eu encore une extinction au moment des guerres de religion, et après donc la noblesse encore a repris. On va dire c'est comme un cycle, et on observe aussi un autre déclin démographique au XVIIIe siècle. Et alors au XVIIIe siècle, la noblesse n'est plus une noblesse qui va combattre forcément. Mais alors quelles sont les qualités requises pour devenir noble ou pour rester noble? Est-ce que c'est une question de généalogie? Est-ce que c'est une question de propriété? Comment on définit cette noblesse au XVIIIe siècle? La noblesse, à la base, c'est le sang, mais par les hommes. C'est-à-dire que il faut que la noblesse se transmette par voie mâle. Donc, on peut avoir, par exemple, une personne, donc un homme dont le père est noble et la mère est d'origine roturière, il sera noble. On a le cas notamment avec la grande famille des Broglie, puisque on a des grandes familles qui s'unissent à des roturiers qui sont dans la finance, donc qui amènent une dot importante. Donc ça, il n'y a pas de souci pour la noblesse. En revanche, si une femme noble épouse un roturier, la noblesse n'est pas transmise aux enfants. Donc ça, c'est la partie qui tient du sang. Mais après, on a la question de l'anoblissement, puisque le roi peut anoblir des personnes qui ont rendu des services à l'État, qui sont méritantes. Donc, il y a un anoblissement qui est possible. Et on a un autre cas, et c'est celui qui a le plus fait froncer les sourcils parmi les membres de la noblesse d'épée, c'est la noblesse qui s'obtient par l'achat d'une charge. Une charge, on va dire une charge juridique, une charge financière, ce qu'on appelle la savonnette à vilain, puisque finalement c'est une charge qui permet l'anoblissement soit au bout de 20 ans, soit à la génération suivante, mais donc c'est parce qu'ils avaient de l'argent pour acheter la charge qu'ils ont pu accéder à la noblesse. Et c'est ce qui suscitait l'ire de tous les tenants de la noblesse d'épée. Alors votre premier chapitre, Fadi el-Hajj, porte sur le despotisme royal, et vous commencez par expliquer que le règne de Louis XIV est comme une rupture, enfin va engreger des transformations, des rapports entre l'État et la noblesse. Quelles sont ces transformations et pourquoi sont-elles arrivées? La noblesse est domestiquée sous Louis XIV. Louis XIV a eu un grand traumatisme, la fronde, puisqu'il y a eu la fronde parlementaire, mais aussi la fronde des princes, et on raconte souvent que Louis XIV avait dû même une nuit, alors qu'il était âgé de 10-11 ans,
de dormir sur la paille. Donc, ça l'avait beaucoup marqué. Et aussi, il avait conscience que par le passé, il y a eu beaucoup de révoltes nobiliaires qui ont fragilisé l'autorité de l'État. On l'a vu notamment avec les révoltes nobiliaires sous Charles VII, sous Louis XI. On en a eu en fait même tout le long du XVIe siècle, notamment durant les guerres de religion. La religion a souvent servi de prétexte pour des nobles qui finalement voulaient défendre leurs intérêts. Et on a bien sûr les cas notamment d'intrigues sous Louis XIII et Richelieu, avec des conspirations qui ont marqué les esprits, notamment les révoltes de Gaston d'Orléans, le frère du roi, et qui a la complicité de grands seigneurs comme le duc de Montmorency, qui se fait décapiter finalement après sa capture en 1632. Donc Louis XIV, lui, a envie que la noblesse soit obéissante. Donc, comme elle obéit, avec le système qu'il impose, eh bien, on dit que la noblesse est domestiquée. Mais il y a quand même des tenants de cet ordre qui ont un sentiment d'oppression, puisque finalement, on a une rationalisation des grades militaires, notamment, alors qu'il y avait une époque, un membre d'une grande famille, rien que par la qualité de sa famille, eh bien, il pouvait commander aux armées. Là, on a une hiérarchisation, on a une organisation qui est vraiment rigoureuse. Parce que comme ça, on n'a pas quelqu'un qui rassemble des troupes par sa seule autorité familiale. Donc, comme ça, il y a une rupture et on empêche de créer des troupes finalement séditieuses. Alors, forcément, tant que ça fonctionne, tant que le règne de Louis XIV est un règne marqué par une certaine grandeur, notamment par des victoires militaires, il n'y a pas de remous. Mais quand le monarque vieillit, que le royaume commence à être envahi, notamment à la fin de la guerre de succession d'Espagne, eh bien, là, ceux qui murmuraient commençaient un peu plus à projeter des plans de gouvernement une fois le roi disparu. Alors, quels sont les grands penseurs de la noblesse qui, sous le règne de Louis XIV, vont contester cette nouvelle politique? Alors, je pense notamment à Fénelon et aussi à Saint-Simon, puisque les deux étaient finalement dans la même mouvance, celle du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, puisque le dauphin, le fils du roi, est mort en 1711 de la variole, et donc pendant une courte période entre 1711 et le début de l'année 1712, l'héritier du trône était le duc de Bourgogne. Et il avait été proche de Fénelon, qui avait écrit pour lui notamment les aventures de Télémaque. Donc Fénelon fait des projets de réorganisation de la monarchie avec une noblesse qui retrouve un certain rôle, mais tout en excluant certains membres qui justement ne sont pas socialement les plus élevés et qui pourtant ont pu être assez proches du roi. Donc il y a quand même un système assez exclusif, et puis finalement, on essaie de revenir à des valeurs qui étaient réputées plus anciennes, et à un royaume finalement qui a été idéalisé, un royaume qui était celui d'avant l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire même avec des frontières restreintes. Donc il disait que pour la paix, puisqu'on était encore en guerre, signons la paix, quitte à livrer Strasbourg, Lille, Cambrai, Arras même. Donc c'était revenir à des frontières d'avant 1640. Après la mort de Louis XIV, il y a une période de régence. Qu'est-ce qui se passe pour la noblesse à ce moment-là? Louis XIV meurt et son neveu Philippe d'Orléans devient régent. Et là, on a un système original qui s'appelle la polysynodie, qui a été d'ailleurs très bien étudié par Alexandre Dupilet dans un livre paru en 2011. Et donc ce système est formé de conseils qui sont confiés à des membres de l'aristocratie, c'est-à-dire c'est des membres de l'aristocratie de cour, et ils sont choisis selon leurs compétences. On a par exemple pour la guerre le maréchal de Villars, puisque comme il avait remporté les dernières grandes victoires du règne de Louis XIV, il était le mieux placé, surtout qu'il avait négocié la paix
Rastatt en 1714, donc il était le mieux placé. On a notamment le marquis d'Ussel, maréchal de France également, pour les affaires étrangères, ce qui est normal puisque c'était un fin diplomate. Il avait fait les négociations qui avaient abouti à la paix au final dès 1710. On a donc même pour la marine le maréchal d'Estrées qui était justement qui avait fait carrière dans la marine. Donc vraiment on choisit des personnes venant donc donc qui sont considérés comme aristocrates, mais qui justement sont considérés comme les meilleurs dans leur domaine. Donc c'est ça le système de la polysynodie au départ dans son idéal. Mais alors après, la machine se grippe très vite. La machine se grippe très vite parce que finalement, ça devient presque cacophonique. On a beaucoup de discussions, de mésententes pendant le Conseil. Et au final, on revient au vieux système gouvernemental d'avant où on pouvait choisir même des personnages qui n'appartenaient pas du tout aux aristocrates. Donc le régent avait laissé tomber ce système qui était novateur, mais qui n'avait pas tenu ses promesses. Et alors, par rapport à la politique de Louis XIV, est-ce que les nobles semblent respirer et acquérir plus de pouvoir avec le règne de Louis XV et la Régence, ou c'est l'inverse qui se produit ? Alors avec la Régence, quelqu'un comme Saint-Simon qui trouvait que la noblesse était opprimée, était très content. Ça, donc c'était, on va dire, c'est une perception subjective par rapport à ses intérêts. Après, on en a d'autres qui par contre sont assez mécontents puisque comme on entre dans une période de paix, il y a notamment des réformes à faire. Des réformes financières puisque le royaume quand même a de fortes dettes et donc il faut faire des coupes. Et chacun veut garder les sommes pour son domaine. Notamment sur la réforme des troupes militaires au Conseil de la guerre, l'opposition est assez forte pour justement contester les suppressions, on va dire, de postes, c'est-à-dire les réformes de soldats ou d'officiers. Alors enfin, c'est le titre de votre deuxième chapitre, la noblesse de la décadence. Donc on va en venir justement à cette notion. Quand est-ce que commence à apparaître dans les esprits l'idée que la noblesse, donc cette élite, commence alors qu'elle devait défendre des valeurs d'héroïsme, des vertus, commence à glisser sur la pente de la décadence ? Alors, moi j'ai constaté que ce sentiment vient de manière intermittente sur la longue durée. Dès le XIVe siècle, on le trouve, durant la guerre de Cent Ans, en fait c'est quand il y a une crise. Quand il y a une crise, quand on attend quelque chose de la part de la noblesse, eh bien là, la critique arrive. Donc, quand durant la guerre de Cent Ans, on voit les défaites à Crécy, à Poitiers, on a des critiques qui émergent contre cette noblesse qui ne fait pas son travail, qui ne défend pas le royaume, qui ne défend pas son roi. On a après la même chose de manière récurrente au fil des siècles, dès qu'il y a un moment de crise, pour dire la noblesse est oisive, la noblesse ne fait pas son service, la noblesse, on va dire, même se pomponne, aime les apparences. Donc là aussi c'est mal vu. Mais donc pour le règne de Louis XIV, on voit déjà quelques critiques quand même parmi des auteurs comme La Bruyère qui observe la cour quand même. Mais là où on a vraiment un véritable déclenchement au XVIIIe siècle, c'est après la mort de Louis XIV, donc quand on est entré de toute façon dans la paix, et il y a eu 20 ans de paix. Et pendant 20 ans, donc il n'y a pas de guerre, à part une toute petite guerre contre l'Espagne en 1718-1719. Et sinon, donc, la noblesse n'a pas à exercer de grands commandements, n'a pas justement à faire non plus les formations militaires pour leurs troupes. C'est-à-dire que certains qui sont plus dans cet esprit de service ont pu disons, essayer de pratiquer, de réfléchir sur la chose. Mais d'autres, finalement, préfèrent rester à la cour pour être au plus près du regard des puissants. Et sinon, il y en a d'autres qui préfèrent
courir vers des aventures galantes qui prennent le dessus sur le service militaire. Et on a un cas notamment avec les mémoires du marquis d'Argent qui date de 1736 et qui décrit très bien cette situation, notamment pour les années 1720. Et donc en fait, c'est une noblesse qui en fait s'établit presque contre les valeurs qu'il a fondées au départ. Le métier des armes, la galanterie, le courage, l'héroïsme, etc. Voilà, c'est qu'à un moment, ça s'oublie. Les circonstances font que ça incite à se retirer de ce genre d'affaires, mais au final, on voit que il y a des vocations qui baissent, qui sont moindres. Il y en a qui rongent leurs freins pour justement s'élever. Je pense notamment au comte de Belle-Île, qui est le petit-fils de Fouquet et qui avait une revanche familiale à avoir. Donc lui qui attendait la prochaine guerre pour pouvoir rétablir l'honneur de sa famille, rétablir la puissance de sa famille. Mais d'autres, justement, se retirent du service ou alors on mène une vie qui est plutôt dissolue et qui est en déséquilibre par rapport à ce qu'ont pu faire leurs pères ou leurs aïeux. Et alors, quels sont parmi la noblesse les grands aristocrates, les grands penseurs qui vont théoriser cette décadence, qui vont l'écrire et qui vont la publier finalement? Le premier auquel je pense, c'est Montesquieu. J'ai une affection particulière pour Montesquieu puisque je trouve que il avait le potentiel d'être un Saint-Simon, d'être un grand mémorialiste, mais c'est presque à l'état de bribe puisque on a ses pensées, donc qui constituent des textes assez qu'il avait regroupés un peu dans l'esprit de Montaigne et qui sont très précieux, mais aussi un ouvrage comme les Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains qui date de 1734, où on voit que à travers la description des Romains, en fait en filigrane, on a la description de la noblesse française au moment où il écrit. Donc c'est à Montesquieu que je pense en premier, et après aussi on a Vauvenargues qui était justement officier, il était capitaine, il n'est pas monté bien haut, surtout que il a eu les pieds gelés durant la guerre de Bohême en 1742, et il constate que une bonne partie de la noblesse ne s'intéresse plus à la gloire, que l'idée du mérite qu'il a est aux abonnés absents. Et donc, on a un sentiment de déception chez un auteur comme Vauvenargues. Et alors, il y a parmi cette noblesse qu'on peut qualifier de corrompue, de décadente, est-ce qu'il reste des nobles qui sont toujours fidèles en fait à ce pourquoi ils sont et qui continuent à servir Enfin, quel est le pourcentage, grosso modo, des nobles décadents et des nobles plus ou moins fidèles à leur devoir? Est-ce qu'on peut estimer? Je pense que c'est impossible à quantifier pour deux raisons. La première, il faudrait voir famille par famille ce que ça donnerait, puis tout dépend des années, des contextes, et aussi l'autre chose, c'est que c'est un regard subjectif. C'est-à-dire que certaines actions comme par exemple s'occuper de ses terres, et donc abandonner le service, ça peut être perçu comme une évolution vers finalement une pratique un peu plus adaptée à l'époque, et non pas comme de la décadence nobiliaire. Tandis que après, c'est à l'appréciation vraiment des personnes, et puis selon, comme j'ai dit, le contexte, puisque souvent en crise, c'est là qu'on trouve les boucs émissaires, qu'on trouve toutes les critiques qu'il peut y avoir. Alors, un autre de vos chapitres est titré « Une noblesse ne remplissant pas son rôle ». Et alors, vous évoquez l'histoire du comte de Maillebois, ou « L'éloge de l'ambition sans vertu », je vous cite. En quoi cet exemple est significatif et révélateur d'un état d'esprit du XVIIIe siècle? Alors, les Maillebois, c'est vraiment une famille qui est assez emblématique, puisque on a le père et le fils qui ont incarné deux aspects très différents. On a le maréchal de Maillebois, donc le père, qui d'ailleurs descend et vient de la famille Desmarets, qui est apparenté au Colbert. Et donc, le maréchal de Maillebois, lui, avait eu une carrière qui était fort appréciable, et même on lui a rendu justice quand même plus tard, puisque quand il a fait campagne en Italie,
Il a été malheureux, notamment à cause de l'allié espagnol qui était encombrant, mais son plan de guerre a été repris tel quel par Bonaparte en 1796 et ça a fonctionné. Mais donc il avait un fils, donc le comte de Maillebois, qui accompagnait son père, qui se distinguait, mais alors il avait un caractère qui n'était pas des plus commodes, et donc ça lui portait préjudice, et disons que il avait une grande ambition. Bon, comme beaucoup de nobles, il voulait être maréchal de France. Mais alors, il en était jusqu'à être empêtré dans des intrigues, alors plus ou moins avérées, mais il était quand même, il fréquentait, on va dire, certaines coteries, puisqu'il y avait quand même des rivalités à la cour, et n'était pas forcément toujours lié à ceux du bon côté, entre guillemets, c'est-à-dire que il avait quand même des amitiés un peu louches. Et le comte de Maillebois, il a commis une faute majeure, puisque en 1757, il a été attaché à l'état-major du maréchal d'Estrées, donc pour une des campagnes de la guerre de 7 ans en Westphalie. Il y a eu une bataille, la bataille d'Astenbeck, et jusque-là, on considérait que le comte de Maillebois avait entretenu des correspondances avec la cour pour dire que le maréchal d'Estrées, son chef, était inactif, qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, il y a eu un remplacement. On a décidé à la cour du remplacement du maréchal d'Estrées, ce qui est venu le lendemain de la bataille d'Astenbeck, remportée par le maréchal d'Estrées. Donc ça avait un peu suscité la consternation à ce moment-là. Mais donc pour revenir à Astenbeck, on a le maréchal d'Estrées donc qui livre bataille, et à un moment on a une panique pendant la bataille, donc le 26 juillet 1757. On pense que il y a une défaite, que l'armée recule, et le comte de Maillebois y croit, et donc dans la panique, il arrive à convaincre le maréchal d'Estrées que faut battre en retraite. La retraite commence, et là on se rend compte qu'en fait la bataille avait été gagnée. Donc on relance l'attaque, mais l'ennemi a pu se replier, mais en tout cas, donc c'était pas une victoire complète, mais c'était une victoire quand même. Mais alors Maillebois, quelques mois plus tard, on commence à dire que il a sciemment voulu faire perdre la bataille d'Astenbeck à Estrées. Alors, il fait quoi? Il écrit un mémoire justificatif. Sans autorisation de quiconque, parce que hiérarchie oblige, on ne dit pas du mal de son chef, même de son ancien chef, il faut quand même qu'il y ait une autorisation, surtout qu'on ne peut pas faire imprimer tout et n'importe quoi, il faut avoir le privilège du roi. Mais alors, il avait fait un manuscrit, et il l'a prêté à un ami. Donc là, c'est la fameuse chose de je ne pensais pas qu'il allait faire une copie, qu'il allait le passer à un autre ami, etc. Bilan, on a trouvé une centaine de copies, même parfois dans les marchés d'occasion, on trouve encore des copies de ce mémoire. Et en plus, ce mémoire, à un moment, se fait imprimer. On le trouve dans des journaux étrangers, il y a des impressions clandestines, donc tout le monde connaît le mémoire. Donc le maréchal d'Estrées apprend qu'il y a ce mémoire, il en parle notamment à ses pairs, aux autres maréchaux de France. Il y a un conseil spécial qui s'organise à la demande du roi. Le comte de Maillebois est envoyé en détention, donc dans une forteresse, et Estrées a le droit de rédiger un mémoire contestant le mémoire de Maillebois. Donc Maillebois, avec ça, a cassé sa carrière. La preuve, c'est qu'il n'a jamais pu obtenir d'avancement. Donc, il n'est jamais devenu maréchal de France, parce que cette affaire donc, date de 1758, donc l'emprisonnement de Maillebois. Maillebois, il y a une archive à Vincennes, dans la cote YA68, une liste, c'est la seule qui reste, de personnes, d'officiers proposés pour l'élévation au maréchalat. Et on a le nom de Maillebois, il est refusé, il est recalé. Il a toujours été recalé parce que justement, Maillebois a péché par ambition aux yeux des autres généraux, des autres officiers, et donc Maillebois est allé jusqu'à finalement rompre avec une certaine hiérarchie, une certaine obéissance envers ses chefs. Oui, en fait, il a essayé de faire en sorte que, en fait, le peuple français se rallie à sa vision des faits,
au lieu de se tenir en fait à... Alors, il pensait même pas au peuple, justement, puisque les sujets du roi étaient surtout passifs. C'est-à-dire que les informations venaient, on pouvait les commenter, si ça les intéressait ou pas, donc les rumeurs circulaient, mais ça ne suscitait pas de mouvement. C'est-à-dire que le peuple reste quand même une masse qui reste malléable et qui est cornaquée. C'est-à-dire qu'il faut toujours une tête pensante pour les cornaquer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais donc, Maïboine reste dans l'obéissance au roi. C'est juste qu'il pensait que pour laver son honneur après les accusations, que la meilleure chose était de précipiter sa justification pour couper court à toutes les rumeurs. Donc ça a été une erreur majeure, mais qui a été perçue comme finalement le résultat d'une volonté de salir son général, puisque à un moment il dit mon ancien chef a voulu, en gros il dit que mon ancien chef a voulu aurait pu m'aider, il aurait pu m'aider, et en fait il n'est pas intervenu dans la polémique. Donc il fait ses justificatifs, et bien là-dedans il y a quand même une ou deux piques contre son ancien chef. Donc ça tient beaucoup de la maladresse, mais aussi donc finalement on va dire là c'est un esprit intriguant qui a été plus que maladroit, oui. Et alors les rumeurs, on vient de parler des rumeurs. Comment est-ce qu'elles parviennent au sujet du roi, ces rumeurs? Par quels canaux? Par les gazettes, par le bouche à oreille? Comment ça se passe concrètement? Les rumeurs se diffusent extrêmement vite. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait une personne qui a communiqué à une autre, etc. Donc, à Paris, le bouche à oreille fonctionne. Même les petites informations qui circulent par des papiers, on a les nouvelles à main clandestines, parce que les rumeurs n'apparaissent pas forcément dans la presse officielle, mais on a des gazettes clandestines. Et aussi, de toute façon, tout ce qui est bouche à oreille et puis information fonctionne bien, puisque même le système de police permet aussi de relever les rumeurs. On en a notamment dans les fonds de la bibliothèque de l'Arsenal, puisqu'on a beaucoup de relevés venant du lieutenant de police, du lieutenant général de police. Aussi, on a même les mémoires. Alors, je pense aux mémoires du commissaire de police de Versailles, qui a récupéré beaucoup de rumeurs. Il a consigné énormément de choses. Et donc, finalement, tout se sait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la modernité de nos canaux de diffusion actuels que les choses ne se savaient pas. Et alors, en plus d'une décadence qui s'accroît dans la noblesse, le regard que les sujets du roi portent sur la noblesse est de plus en plus négatif. Et alors, ce phénomène est lié à quoi, finalement? Au fait qu'on sait plus ce qui se passe à la cour, au fait qu'il y ait plus de scandales? Alors, il y a un peu un mélange de beaucoup de choses. Tout d'abord, le contexte, bien sûr, ne s'y prêtait pas, puisque les nobles paraissent inutiles en grande partie, puisque le XVIIIe siècle est marqué par de longues périodes de paix, puisque on est en paix entre 1713 et 1733 quasiment. On est en paix entre 1736 et 1740. Ensuite, on est en paix de 1748-49 jusqu'en 1756-57. Et après, on est en paix de 1763 à 1792. Donc, on a quand même, je compte pas les guerres extérieures comme la guerre d'Amérique, mais donc, on a de longues périodes. Donc, on a l'impression que elle paraît inutile. Aussi, on a un développement des rumeurs, mais alors, les rumeurs ont toujours existé. C'est juste que là, elles prennent quand même une ampleur, puisque on trouve que notamment du côté des princes qui viennent à Paris, parce qu'il y a eu quand même un déplacement, le déplacement de la cour venant de Versailles à Paris pendant la Régence a fait que une bonne partie de toute façon de la noblesse était plus visible, puisque donc pendant le temps du départ à Versailles, donc au temps de Louis XIV, donc il y avait quand même une partie de la noblesse qui n'était pas forcément présente à Paris. Alors certains l'étaient, mais d'autres pas. Et donc on pouvait voir des scandales, et aussi quand même on a le sentiment d'un certain
certain relâchement de la part des plus jeunes, c'est-à-dire des plus jeunes nobles avec des scandales majeurs comme le scandale sous les fenêtres du roi en 1722 quand justement la cour revient à Versailles. Sous les fenêtres du roi, on a en fait dans des jeux homosexuels qui sont faits par des jeunes gentilshommes et sous les fenêtres du roi en plein été. Donc ils ont été, comme c'était des membres de haute famille, ils ont été exilés en partie sur leur terre, sur la terre de leur famille. Donc il y a eu déjà ce genre de scandale, mais aussi on a des rumeurs qui émanent de personnages qui paraissent sulfureux. Le régent a toujours laissé une image sulfureuse. Et on a d'autres membres qui laissaient des images sulfureuses. Et c'est ça qui prêtait en fait facilement le flanc à des polémiques, à des rumeurs qui soit étaient infondées, soit fondées sur un fait anodin, mais qui prend des proportions exceptionnelles. Qui donne de l'eau au moulin ceux qui sont déjà révoltés, enfin, notamment, je pense aux bourgeois, contre les pouvoirs que veut toujours plus s'accorder la noblesse. Alors le bourgeois, il cherche surtout, en fait, il y a un côté frustré, puisque le but du bourgeois est de devenir noble, puisque le bourgeois, son but, c'est un peu comme chez Molière, c'est de vivre noblement pour justement montrer qu'il est apte à intégrer la noblesse. Et c'est là que on a des membres de noblesse plus ancienne qui justement veulent les bloquer puisqu'ils les voient comme des parvenus. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que la plus petite noblesse récente paraît, on va dire, aux yeux des roturiers comme des nobles, mais aux yeux des plus vieilles familles de noblesse comme des bourgeois. Donc c'est presque une zone grise. Ça paraît comme une zone grise dans l'opinion. Et en fait, ce que vous dites montre bien que la noblesse reste un milieu social assez ouvert. Alors il y a eu des restrictions assez dures sous Louis XIV, si je me trompe pas. Alors c'est là plutôt ça a été je pense le plus ouvert. C'est-à-dire qu'on a eu il y a eu des enquêtes de noblesse pour restreindre, en fait pour chasser les faux nobles, mais par contre il y avait une ouverture pour l'anoblissement puisqu'il avait un esprit de service. En revanche, à la fin du XVIIIe siècle, c'est là que justement on commence à procéder à une fermeture. On a le fameux, ce qu'on appelle l'édit de Ségur de 1781, qui oblige à avoir 4 degrés de noblesse pour devenir officier. C'est vraiment pour bloquer les anoblis. Et donc on a finalement un blocage social. Et c'est là que la crise émerge. Et c'est aussi pour cette raison que avec la Révolution française, la plus petite noblesse a réussi à tirer son épingle du jeu en grande partie. Alors comment elle se meurt au XVIIIe siècle? Quel est l'acte fondateur de sa mort à cette noblesse? Alors, il y a un point de vue naturel, puisque d'un point de vue démographique, on voit l'extinction de certains lignages. Aussi, on observe que le fait que des gentilshommes préfèrent avoir des enfants avec leur maîtresse plutôt qu'avec l'épouse qu'on leur a imposée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une descendance illégitime qui ne peut pas hériter. Donc, on a une extinction de la branche légitime. Et finalement, on a un peu l'impression que à la fin du XVIIIe siècle, il y a une partie de la noblesse qui a envie de retrouver un peu l'esprit pré-Louis XIVien de la noblesse, en partant à l'aventure, l'Amérique, puisque jusqu'au XVIIe siècle, on partait facilement à l'aventure pour justement faire ses preuves, pour se distinguer. Et l'Amérique avait un peu cet écho. Et finalement, certains membres donc de cette noblesse ont été acquis à ce qu'on appelle les idées nouvelles. Mais dans l'idée, je pense, pour certains, d'assainir leur ordre. C'est-à-dire, ce n'est pas y mettre fin, mais finalement de vouloir retrouver des principes, des idéaux qui étaient ceux du passé, et pour mieux redémarrer. Mais les choses n'ont pas tourné forcément dans le sens qui avait été imaginé si projet cohérent il y avait eu. Et alors, comment elles ont tourné ces choses pour les nobles finalement? Comment ça s'est terminé?
Alors, on a vu qu'il y a eu l'abolition donc d'abord des privilèges, donc qui finalement maintenait l'existence de la noblesse, puisque renoncer à des privilèges ce n'est pas renoncer à l'ordre. Mais après, là, justement, en 1790, on a la suppression de la noblesse, puisque finalement, dans une société qui se veut égalitaire, on commence à se dire qu'il faut rejeter toute distinction, puisque pourquoi quelqu'un se montrerait supérieur en étant un marquis, un comte, un duc. Donc, on met les choses à plat. Ce qui, justement, était un effet qui n'a pas été forcément désiré. Mais, alors, il y a ceux qui ont émigré, mais il y en a d'autres qui sont retirés dans leurs terres, puisque bon, ils ont toujours leurs biens, ce qui ne sera pas forcément le cas dans les années qui suivent. Et d'autres, en fait, continuent notamment les services militaires pour poursuivre une certaine éthique, une éthique nobiliaire, puisque ils ont commandé avant, le commandement était inhérent aux nobles, des anciens nobles pouvaient très bien le faire. Donc on a des nobles, même jusqu'en 1793, facilement dans les armées. Alors il y a eu une purge peu après, mais certains ont pu, disons, se faufiler. Je pense notamment à Bonaparte, qui était d'une très petite noblesse pauvre, et donc qui n'avait jamais été inquiété, puisqu'il avait été proche du frère de Robespierre à un moment. Et on a aussi beaucoup de tout petits nobles qui essayaient de se présenter plus comme non nobles au moment où, on va dire, ça sentait le roussi, puisqu'ils disaient, mais on a été en marge, on nous considère soudainement comme nobles, alors que pendant longtemps, on nous considérait comme pas grand-chose, donc ne nous comptez pas dedans. Et ça a permis à certains de louvoyer un petit peu à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu de malice pour subsister chez certains. Merci beaucoup, Fadi El Hadj, d'avoir mis en lumière pour nos auditeurs de Storia Voce cet aspect très particulier de la fin de l'Ancien Régime, ce qu'on pourrait appeler le suicide un peu théâtralisé de la noblesse. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Le sabordage de la noblesse, paru aux éditions Passé Composé. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.